So much, and thanks to Alors la famille, bonjour. J'espère que tu vas super bien. Attends, je vais bien positionner l'écran pour pouvoir me cadrer. J'espère que tu vas super bien. Écoute, beaucoup de choses se passent, beaucoup de choses se passent et il faudrait qu'on soit vraiment informé. Et je partage avec toi aujourd'hui, comment on appelle ça, un entretien que, comment on appelle ça, une masterclass, je peux dire une masterclass que le professeur Jeffrey Sachs, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un professeur de l'université aux États-Unis et à Harvard, je crois, qui est conseiller il a été conseiller stratégie politique économique pour beaucoup d'États ici en Europe et notamment partout dans le monde. Donc c'est quelqu'un qui est super puissant et sa parole compte souvent. Et il a été invité par les parlementaires de l'Union européenne la semaine dernière, je crois, et il a délivré une masterclass que tout le monde doit entendre ça. Et j'ai aussi écouté ça et j'ai voulu partager cette masterclass avec toi. Donc, si c'est pour une toute première fois que tu me découvres, bienvenue sur ma chaîne Travailler Vivre en Suède. Et ici, j'aide les personnes qui veulent vraiment venir s'intégrer, venir et s'expatrier ici en Suède pour se donner une nouvelle vie. Si tu fais partie de ceux-là, tu es la bienvenue sur ma chaîne et tu peux me contacter en commentaire ou retrouver mon contact WhatsApp sur la chaîne et m'écrire. Ça sera avec un grand plaisir de pouvoir t'aider, de pouvoir te donner des astuces qu'il faut pour te permettre de t'installer en Suède en toute tranquillité et pour éviter de perdre du temps, pour éviter d'épargner de l'argent, pour te sortir dans beaucoup de situations auxquelles tu ne pourras peut-être pas t'en sortir quand si tu venais tout seul sans personne, sans connaître personne, sans avoir aucune idée de comment le système ici en Suède fonctionne. Donc, si c'est une thématique, si c'est un projet qui te tient à cœur, contacte-moi en inbox. Mais tout d'abord, il faut d'abord que tu t'abonnes parce que si tu ne le fais pas, si je partage des vidéos, des contenus, tu ne sauras pas et tu ne pourras pas être informé. Donc, la première des choses, c'est que tu t'abonnes d'abord. Et la seconde, si tu peux vraiment référencier vraiment ma chaîne et partage-la à ton entourage et pour aider YouTube, pour que YouTube puisse et, comment on appelle ça, faire connaître ma chaîne à plusieurs personnes. Avant de continuer, je tiens quand même à dire merci déjà à ceux-là qui se sont ajoutés à la communauté ces dernières semaines et ça a grimpé un peu et puis ça fait plaisir. Continuez toujours et puis on va toujours se faire de plaisir en partageant nos idées ensemble et puis voilà. Donc sans plus tarder, écoutons l'entretien que Jeffrey Sachs, le professeur de l'université, a donné sa masterclass à l'Union européenne, aux députés de l'Union européenne. Et voilà, on commence. thanks to all Michael, merci beaucoup et merci à vous tous pour l'opportunité d'être ensemble et de réfléchir ensemble. C'est en effet une période compliquée et en rapide évolution et très dangereuse, donc nous avons vraiment besoin de clarté de pensée. Je suis particulièrement intéressé par notre conversation, donc je vais essayer d'être aussi succincte et clair que possible. J'ai suivi de très près les événements en Europe de l'Est, dans l'ex-Union soviétique et en Russie depuis 36 ans. J'ai été conseiller du gouvernement polonais en 1989, du président Gorbatchev en 90 et 91, du président Eltsine de 1991 à 1993 et du président Kuchma d'Ukraine en 1993 et 84. and 91 to President Yeltsin in 1991 to 1993 to President Kuchma of Ukraine in 1993-94. I helped introduce the Estonian currency. J'ai aidé à introduire la monnaie estonienne.
J'ai aidé plusieurs pays de l'ex-Yougoslavie, en particulier la Slovénie. J'ai suivi les événements de très près pendant 36 ans. Après le Maïdan, le nouveau gouvernement m'a demandé de venir à Kiev et j'ai été emmené autour du Maïdan et j'ai appris beaucoup de choses de première main. Je suis en contact avec les dirigeants russes depuis plus de 30 ans. Je connais de près la direction politique américaine. Notre ancien secrétaire au Trésor était mon professeur de macroéconomie il y a 51 ans, juste pour vous donner. Donc nous étions de très proches amis pendant un demi-siècle. Je connais toutes ces personnes. Je veux juste dire cela parce que ce que je veux expliquer de mon point de vue n'est pas de seconde main. Ce n'est pas de l'idéologie. C'est ce que j'ai vu de mes propres yeux et vécu pendant cette période. Dans ma compréhension des événements qui ont frappé l'Europe dans de nombreux contextes, et j'inclurai non seulement la crise en Ukraine, mais aussi la Serbie en 1999, les guerres au Moyen-Orient, y compris en Irak et en Syrie, et les guerres en Afrique, y compris au Soudan, en Somalie et en Libye. Ce sont, dans une mesure très significative qui vous surprendrait peut-être, et qui serait dénoncée pour ce que je suis sur le point de dire, des guerres que les États-Unis ont menées et causées. Cela est vrai depuis plus de 40 ans maintenant. Il y a plus de 30 ans, je devrais dire pour être plus précis, les États-Unis ont adopté le point de vue surtout en 1990 et 1991, puis avec la fin de l'Union soviétique, que les États-Unis dirigeaient désormais le monde et qu'ils n'avaient pas à tenir compte des opinions de quiconque, des lignes rouges, des préoccupations, malheureusement, des points de vue sur la sécurité, de toute obligation internationale ou de tout cadre de l'ONU. Je suis désolé de le dire aussi franchement, mais je veux que vous compreniez. J'ai essayé très fort en 1991 d'obtenir de l'aide pour Gorbatchev, que je considère comme le plus grand homme d'État de notre époque moderne. J'ai récemment lu le mémo archivé de la discussion du Conseil de sécurité nationale sur ma proposition, comment ils l'ont complètement rejeté et s'en sont moqués lorsque j'ai dit que les États-Unis devraient aider l'Union soviétique dans la stabilisation financière et dans la réalisation de ses réformes. Le mémo documente, y compris certains de mes anciens collègues de Harvard en particulier, disant que nous ferons le minimum pour éviter le désastre, mais le minimum. Ce n'est pas notre travail d'aider, bien au contraire. Ce n'est pas dans notre intérêt d'aider. Lorsque l'Union soviétique a pris fin en 1991, cette vision est devenue encore plus exagérée. When the Soviet Union ended in 1991, the view became even more exaggerated. And I can name chapter and verse. But the view... Et je peux citer chapitre et verset. Mais l'idée était que nous dirigions le spectacle. Cheney, Wolfowitz et bien d'autres noms que vous avez appris à connaître croyaient littéralement que c'est maintenant un monde américain et nous ferons ce que nous voulons. Nous allons nettoyer après l'ex-Union soviétique. Nous éliminerons tous les alliés restants. Des pays comme l'Irak, la Syrie, etc. disparaîtront. Et nous avons vécu cette politique étrangère depuis essentiellement 33 ans maintenant. L'Europe a payé un lourd tribut pour cela, parce que l'Europe n'a pas eu de politique étrangère pendant cette période que je puisse comprendre. Pas de voix, pas d'unité, pas de clarté, pas d'intérêts européens, seulement une loyauté américaine. Only American loyalty. Il y a eu des moments où il y avait des désaccords, et des désaccords très, je pense, merveilleux. Notamment la dernière fois d'importance en 2003, lors de la guerre en Irak. Lorsque la France et l'Allemagne ont dit qu'elles ne soutenaient pas les États-Unis contournant le Conseil de sécurité de l'ONU pour cette guerre. Cette guerre, d'ailleurs, a été directement concoctée par Netanyahou et ses collègues au Pentagone américain. Je ne dis pas que c'était un lien ou une mutualité. Je dis que c'était une guerre directe. C'était une guerre menée pour Israël. C'était une guerre que Paul Wolfowitz et Douglas Feith ont coordonnée avec Netanyahou. Et c'était la dernière fois que l'Europe avait une voix. J'ai parlé avec des dirigeants européens à l'époque, et ils étaient très clairs, et c'était assez merveilleux. L'Europe a complètement perdu sa voix après cela, mais surtout en 2008. Maintenant, ce qui s'est passé après 1991 pour arriver à 2008, c'est que l'Europe... Now, what happened after 1991 to get to 2008 is that the United States decided that unipolarity meant... Les États-Unis ont décidé que l'unipolarité signifiait que l'OTAN s'élargirait de Bruxelles à Vladivostok, étape par étape. Il n'y aurait pas de fin à l'élargissement vers l'est de l'OTAN.
ce serait le monde unipolaire des États-Unis. Si vous avez joué au jeu Risk quand vous étiez enfant, comme moi, c'est l'idée des États-Unis, avoir une pièce sur chaque partie du plateau. Tout endroit sans base militaire américaine est un ennemi, en gros. La neutralité est un mot sale dans le lexique politique américain. Peut-être le mot le plus sale. Au moins, si vous êtes un ennemi, nous savons que vous êtes un ennemi. Si vous êtes neutre, vous êtes subversif, car alors vous êtes vraiment contre nous puisque vous ne nous le dites pas. Because then you're really against us, because you're not telling us. You're pretending to be neutral. Savez-vous qu'il existe une méthode relativement simple pour découvrir le prénom de votre âme et même entrer en communication? C'était donc l'état d'esprit, et la décision a été prise formellement en 1994, lorsque le président Clinton a approuvé l'élargissement de l'OTAN vers l'Est. Vous vous souviendrez que le 7 février 1990, Hans-Dietrich Genscher et James Baker III ont parlé avec Gorbatchev. Genscher a donné une conférence de presse par la suite où il a expliqué que l'OTAN ne se déplacerait pas vers l'Est. Nous ne profiterons pas de la dissolution du pacte de Varsovie. Et comprenez, c'était dans un contexte juridique, pas un contexte informel. C'était la fin de la Seconde Guerre mondiale en cours de négociation pour la réunification allemande. Being negotiated for German reunification. And an agreement was made. Et un accord a été conclu selon lequel l'OTAN ne se déplacerait pas d'un pouce vers l'Est. C'était explicite, et c'est dans d'innombrables documents. Consultez simplement les archives de la sécurité nationale de l'université George Washington, et vous pouvez trouver des dizaines de documents. C'est un site web appelé « Ce que Gorbatchev a entendu à propos de l'OTAN ». Jetez un œil, car tout ce qu'on vous dit aux États-Unis est un mensonge à ce sujet. Mais les archives sont parfaitement claires. Ainsi, la décision a été prise en 1994 d'étendre l'OTAN jusqu'à l'Ukraine. C'est un projet. Ce n'est pas une administration ou une autre. C'est un projet du gouvernement américain qui a commencé il y a plus de 30 ans. Wow! Il est en train de casser les papeaux. En 1997, Zbigniew Brzezinski a écrit « Le Grand Échiquier ». Ce ne sont pas seulement les réflexions de M. Brzezinski, c'est la présentation des décisions du gouvernement des États-Unis expliquées au public. C'est ainsi que fonctionnent ces livres. Le livre décrit l'élargissement vers l'Est de l'Europe et de l'OTAN comme des événements simultanés. Il y a un bon chapitre dans ce livre qui demande ce que fera la Russie alors que l'Europe et l'OTAN s'étendent vers l'Est. Je connaissais personnellement Zbigniew Brzezinski, il a été très gentil avec moi. Je conseillais la Pologne et il m'a beaucoup aidé. C'était un homme très gentil et intelligent, mais il s'est trompé sur tout. Donc, en 1997, il a écrit en détail pourquoi la Russie ne pouvait rien faire d'autre que céder à l'expansion vers l'Est de l'OTAN et de l'Europe. En fait, il discute de l'expansion vers l'Est de l'Europe, et pas seulement de l'Europe, mais de l'OTAN. C'était un plan, un projet. Il explique comment la Russie ne s'alignera jamais avec la Chine. Impensable. La Russie ne s'alignera jamais avec l'Iran. La Russie n'a pas d'autre vocation que la vocation européenne. Donc à mesure que l'Europe s'étend vers l'Est, il n'y a rien que la Russie puisse faire à ce sujet, selon un autre stratège américain. Est-ce étonnant que nous soyons toujours en guerre? Parce qu'une chose à propos de l'Amérique, c'est que nous savons toujours ce que nos homologues vont faire, et nous nous trompons toujours. Et une raison pour laquelle nous nous trompons toujours, c'est que dans la théorie des jeux que les stratèges américains pratiquent, vous ne parlez pas réellement à l'autre camp. Vous savez simplement quelle est la stratégie de l'autre camp. C'est merveilleux. Cela fait gagner tellement de temps. Vous n'avez pas besoin de diplomatie. Ainsi, ce projet a commencé, et nous avons eu une continuité de gouvernement pendant 30 ans, jusqu'à peut-être hier, peut-être. 30 ans d'un projet. L'Ukraine et la Géorgie étaient les clés du projet. Pourquoi? Parce que l'Amérique a appris tout ce qu'elle sait des Britanniques. Because America learned everything it knows from the British. And so we are the wannabe British. Et donc nous sommes l'Empire britannique en devenir. Et ce que l'Empire britannique a compris en 1853, Lord Palmerston, excusez-moi, c'est qu'il faut entourer la Russie dans la mer Noire et lui refuser l'accès à la Méditerranée orientale. Et tout ce que vous voyez, c'est un projet américain pour faire cela au XXIe siècle. L'idée était qu'il y aurait l'Ukraine, la Roumanie, la Bulgarie, la Turquie et la Géorgie comme pays riverains de la mer Noire qui priveraient la Russie de tout statut international en bloquant la mer Noire et en neutralisant essentiellement la Russie comme plus qu'une puissance locale. Brzezinski est complètement clair à ce sujet. Et avant Brzezinski, il y avait Mackinder. Possède le monde. Donc ce projet remonte à longtemps. Je pense qu'il remonte essentiellement à Palmerston.
Et encore une fois, j'ai vécu sous chaque administration. J'ai connu ces présidents, j'ai connu leurs équipes. Rien n'a beaucoup changé de Clinton, à Bush, à Obama, à Trump, à Biden. Peut-être qu'ils ont empiré petit à petit. Biden était le pire à mon avis. Peut-être aussi parce qu'il n'était pas compo menti ces dernières années. Et je le dis sérieusement, pas comme une remarque sarcastique. Le système politique américain est un système d'image. C'est un système de manipulation médiatique au quotidien. C'est un système de relations publiques. Et donc vous pourriez avoir un président qui ne fonctionne pas vraiment. And so you could have a president that basically doesn't function and have that in power for Et avoir cela au pouvoir pendant 2 ans et en fait avoir ce président se représenter. Et une chose est sûre, il a dû rester sur scène pendant 90 minutes tout seul, et c'était la fin. Si ce n'avait pas été pour cette erreur, il aurait continué sa candidature, qu'il dorme après 16 heures ou non. Donc c'est en fait la réalité. Tout le monde va dans ce sens. C'est impoli de dire ce que je dis parce que nous ne disons pas la vérité sur presque rien dans ce monde en ce moment. Donc ce projet a continué depuis les années 90. Bombarder Belgrade pendant 68 jours consécutifs en 1989 faisait partie de ce projet. Bombing Belgrade 78 straight days in 1999 was part of this project. Splitting apart the country when borders are sacrosanct. Diviser le pays alors que les frontières sont sacrées, n'est-ce pas? Sauf pour le Kosovo. C'est acceptable parce que les frontières sont sacrées, sauf quand l'Amérique les change. Le Soudan était un autre projet connexe. La rébellion du Soudan du Sud. Est-ce que cela s'est produit simplement parce que les Sud-Soudanais se sont rebellés? Ou puis-je vous donner le manuel de la CIA pour comprendre en tant qu'adulte de quoi il s'agit? Les événements militaires sont coûteux. Ils nécessitent de l'équipement, de la formation, des camps de base, du renseignement, des finances. Cela vient des grandes puissances. Cela ne vient pas des insurrections locales. Le Soudan du Sud n'a pas vaincu le Nord-Soudan ou le Soudan dans une bataille tribale. C'était un projet américain. J'allais souvent à Nairobi et rencontrais des militaires américains ou des sénateurs ou d'autres personnes ayant un profond intérêt pour la politique du Soudan. With deep interest in Sudan's politics. This was part of the game of unipolarity. Cela faisait partie du jeu de l'unipolarité. Ainsi, l'élargissement de l'OTAN, comme vous le savez, a commencé en 1999 avec la Hongrie, la Pologne et la République tchèque. Et la Russie en était extrêmement mécontente. Mais ces pays étaient encore loin de la frontière, et la Russie a protesté, mais bien sûr en vain. Puis George Bush Jr. est arrivé. Lorsque le 11 septembre s'est produit, le président Poutine a promis tout son soutien. Et puis, le 20 septembre 2001, les États-Unis ont décidé de lancer 7 guerres en 5 ans. Vous pouvez écouter le général Wesley Clark en parler en ligne. Il était commandant suprême de l'OTAN en 1999. Il s'est rendu au Pentagone le 20 septembre 2001. On lui a remis le document expliquant les 7 guerres. C'était, soit dit en passant, les guerres de Netanyahou. These, by the way, were Netanyahu's wars. The idea was partly to clean up old Soviet allies. L'idée était en partie de nettoyer les anciens alliés soviétiques et en partie d'éliminer les soutiens du Hamas et du Hezbollah. Parce que l'idée de Netanyahou était qu'il y aurait un seul État. Merci. Un seul État. Ce sera Israël. Israël contrôlera tout le territoire. Et quiconque s'y oppose, nous le renverserons. Pas nous exactement, notre ami, les États-Unis. C'est la politique américaine jusqu'à ce matin. Nous ne savons pas si cela changera. Maintenant, la seule complication est que peut-être que les États-Unis posséderont Gaza, au lieu qu'Israël possède Gaza. Mais l'idée existe depuis au moins 25 ans. Elle remonte en fait à un document appelé Clean Break, que Netanyahou et son équipe politique américaine ont élaboré en 1996 pour mettre fin à l'idée de la solution à 2 États. Vous pouvez également le trouver en ligne. Donc ce sont des projets. Ce sont des événements à long terme. Il ne s'agit pas de Clinton, Bush ou Obama. C'est la façon ennuyeuse de voir la politique américaine comme un jeu quotidien. Mais ce n'est pas ce qu'est la politique américaine. Ainsi, le prochain élargissement de l'OTAN a eu lieu en 2004 avec 7 autres pays. Les 3 États baltes, la Roumanie, la Bulgarie, la Slovénie et la Slovaquie. À ce stade, la Russie était vraiment très contrariée. C'était une violation complète de l'ordre d'après-guerre convenu lors de la réunification allemande. Essentiellement, c'était un tour fondamental ou une défection des États-Unis d'un arrangement coopératif, parce qu'ils croient en l'unipolarité. Donc comme tout le monde s'en souvient, car nous venons d'avoir la conférence de sécurité de Munich la semaine dernière, en 2007, le président Poutine a dit « Stop, assez, arrêtez maintenant ». Enough, stop now. And of course, what that meant was in 2008. Et bien sûr, cela signifiait qu'en 2008, les États-Unis ont poussé pour l'élargissement de l'OTAN afin d'inclure l'Ukraine et la Géorgie. C'est un projet à long terme.
J'ai écouté M. Saakashvili à New York en mai 2008 et je suis sorti, j'ai appelé Sonia et j'ai dit cet homme est fou. Et un mois plus tard, une guerre a éclaté parce que les États-Unis ont dit à ce type « Nous avons sauvé la Géorgie ». Et il se tient au Conseil des Relations étrangères et dit que la Géorgie est au centre de l'Europe. Eh bien, ce n'est pas le cas, mesdames et messieurs. Ce n'est pas au centre de l'Europe. Et les événements récents ne sont pas utiles pour la sécurité de la Géorgie. Et vos députés qui y vont, ou les députés européens qui y vont, et les politiciens européens, cela détruit la Géorgie. Cela ne sauve pas la Géorgie. Cela détruit la Géorgie, complètement détruite. En 2008, comme tout le monde le sait, notre ancien directeur de la CIA, William Burns, a envoyé un long message à Condoleezza Rice. Nayet signifie niet à propos de l'expansion. Nous le savons grâce à Julian Assange. Parce que croyez-moi, pas un mot n'est dit au peuple américain sur quoi que ce soit, ni à vous, ni par aucun de vos journaux de nos jours. Donc nous devons remercier Julian Assange, mais nous pouvons lire le mémo en détail. Comme vous le savez, Viktor Yanukovych a été élu en 2010 sur la plateforme de la neutralité. La Russie n'avait aucun intérêt territorial ou dessein en Ukraine. Je sais, j'étais là pendant ces années. Ce que la Russie négociait, c'était un bail de 25 ans jusqu'en 2042 pour la base navale de Sébastopol. C'est tout. Pas pour la Crimée, pas pour le Donbass, rien de tel. Vous comprenez? Cette idée que Poutine reconstruit l'Empire russe est une propagande enfantine. Excusez-moi. Si quelqu'un connaît l'histoire au jour le jour, et d'année en année, c'est des trucs d'enfants. Les trucs d'enfants semblent mieux fonctionner que les trucs d'adultes. Donc, pas de dessin du tout. Les États-Unis ont décidé que cet homme devait être renversé. Cela s'appelle une opération de changement de régime. Il y en a eu environ 100 par les États-Unis, beaucoup dans vos pays, et beaucoup partout dans le monde. C'est ce que fait la CIA pour vivre. Ok, sachez-le. C'est un type de politique étrangère très inhabituel. Mais en Amérique, si vous n'aimez pas l'autre camp, vous ne négociez pas avec eux. Vous essayez de les renverser, de préférence de manière secrète. Si cela ne fonctionne pas secrètement, vous le faites ouvertement. Vous dites toujours que ce n'est pas de notre faute. Ils sont l'agresseur, ils sont l'autre camp, ils sont Hitler. Cela revient tous les 2 ou 3 ans, que ce soit Saddam Hussein, que ce soit Assad, que ce soit Poutine. C'est très pratique. C'est la seule explication de politique étrangère que le peuple américain reçoit jamais. Eh bien, nous faisons face à Munich 1938. Impossible de parler à l'autre camp. Ce sont des ennemis maléfiques et implacables. C'est le seul modèle de politique étrangère que nous entendons jamais de nos médias de masse. Et les médias de masse le répètent entièrement parce qu'ils sont complètement subordonnés par le gouvernement américain. Maintenant, en 2014, les États-Unis ont travaillé activement pour renverser Yanukovych. Tout le monde connaît l'appel téléphonique intercepté par ma collègue de l'Université Columbia, Victoria Nuland, et l'ambassadeur américain. And the US Ambassador Peter Piot. You don't get better evidence. The Russians intercepted. Vous ne trouverez pas de meilleures preuves. Les Russes ont intercepté son appel et l'ont mis sur Internet. Écoutez-le, c'est fascinant. Je connais toutes ces personnes. D'ailleurs, en faisant cela, ils ont tous été promus dans l'administration Biden. C'est le travail. Maintenant, quand le Maïdan a eu lieu, j'ai été appelé immédiatement. Oh, professeur Sachs, le nouveau Premier ministre ukrainien aimerait vous voir pour parler de la crise économique. Parce que je suis assez bon dans ce domaine. Et donc, j'ai pris l'avion pour Kiev et on m'a fait faire le tour du Maïdan. Et on m'a dit comment les États-Unis ont payé l'argent pour toutes les personnes autour du Maïdan. Révolution spontanée de la dignité. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, d'où viennent tous ces médias? D'où vient toute cette organisation? D'où viennent tous ces bus? D'où viennent toutes ces personnes appelées? Vous plaisantez? C'est un effort organisé, et ce n'est pas un secret, sauf pour les citoyens d'Europe et des États-Unis. Tout le monde le comprend très clairement. Puis est venu Minsk, et surtout Minsk II, qui, soit dit en passant, était calqué sur l'autonomie du Tyrol du Sud. Et les Belges auraient pu très bien se rapporter à Minsk II. Ils disaient qu'il devrait y avoir une autonomie pour les régions russophones à l'est de l'Ukraine. Il a été soutenu à l'unanimité par le Conseil de sécurité de l'ONU. Les États-Unis et l'Ukraine ont décidé qu'il ne devait pas être appliqué. L'Allemagne et la France, qui étaient les garants du processus de Normandie, l'ont laissé passer. Et c'était absolument une autre action unipolaire américaine directe avec l'Europe, comme d'habitude, jouant un rôle subsidiaire complètement inutile, même si elle était garante de l'accord.
Trump, d'une part, a augmenté les armements. Il y a eu des milliers de morts dans les bombardements par l'Ukraine, dans le Donbass. Il n'y avait pas d'accord de Minsk II. Et puis Biden est entré en fonction. Et encore une fois, je connais toutes ces personnes. J'étais membre du Parti démocrate. Je suis maintenant strictement engagé à ne faire partie d'aucun parti parce que les deux sont de toute façon les mêmes et parce que les démocrates sont devenus des va-t-en-guerre complets au fil du temps. Et il n'y avait pas une seule voix pour la paix, tout comme la plupart de vos parlementaires, de la même manière. Just like most of your parliamentarians, the same way. So, at the end of 1991, À la fin de 1991, Poutine a mis sur la table un dernier effort sous forme de 2 projets d'accord de sécurité, l'un avec l'Europe et l'autre avec les États-Unis. Les États-Unis ont mis sur la table le 15 décembre 2021. J'ai eu un appel d'1 heure avec Jake Sullivan à la Maison-Blanche, le suppliant d'éviter la guerre. Vous pouvez éviter la guerre. Tout ce que vous avez à faire, c'est de dire que l'OTAN ne s'élargira pas à l'Ukraine. Et il m'a dit, « Oh, l'OTAN ne va pas s'élargir à l'Ukraine. Ne vous inquiétez pas. » J'ai dit, « Jake, dites-le publiquement. » Non, 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 nous ne pouvons pas le dire publiquement. J'ai dit, « Jake, vous allez avoir une guerre pour quelque chose qui ne va même pas se produire. » Il a dit, « Ne vous inquiétez pas, Jeff, il n'y aura pas de guerre. Ce ne sont pas des gens très intelligents. » these are not very bright people. I'm telling you. If I can give you Je vous le dis, si je peux vous donner mon avis honnête, ce ne sont pas des gens très brillants. Et j'ai eu affaire à eux pendant plus de 40 ans. Ils parlent entre eux. Ils ne parlent à personne d'autre. Ils jouent à la théorie des jeux. Dans la théorie des jeux non coopératifs, vous ne parlez pas à l'autre camp, vous élaborez simplement votre stratégie. C'est l'essence de la théorie des jeux. Ce n'est pas la théorie de la négociation. Ce n'est pas la théorie de la paix. C'est une théorie unilatérale, non coopérative, si vous connaissez la théorie des jeux formels. C'est à cela qu'ils jouent. Cela a commencé à la Rand Corporation. C'est ce qu'ils jouent encore. En 2019, il y a un document de Rand, Comment étendre la Russie. Savez-vous qu'ils ont écrit un document que Biden a suivi? Comment ennuyer la Russie? C'est littéralement la stratégie. Comment ennuyer la Russie? Nous essayons de la provoquer, d'essayer de la faire éclater, peut-être de changer de régime, peut-être de provoquer des troubles, peut-être de créer une crise économique. C'est ce que vous appelez votre allié? Vous plaisantez? J'ai donc eu un appel téléphonique long et frustrant avec Sullivan. J'étais dehors dans le froid glacial. Je tentais de passer une journée de ski. Et là, je disais, Jake, ne fais pas la guerre. Oh, il n'y aura pas de guerre, Jeff. Nous savons beaucoup de ce qui s'est passé le mois suivant, à savoir qu'ils ont refusé de négocier. L'idée la plus stupide de l'OTAN est la soi-disant politique de la porte ouverte. Vous plaisantez? L'OTAN se réserve le droit d'aller où elle veut sans qu'aucun voisin n'ait son mot à dire. Eh bien, je dis aux Mexicains et aux Canadiens, ne l'essayez pas. Vous savez, Trump pourrait vouloir prendre le contrôle du Canada. Donc le Canada pourrait dire à la Chine, pourquoi ne pas construire une base militaire en Ontario? Je ne le conseillerais pas. Et les États-Unis ne diraient pas, eh bien c'est une porte ouverte, c'est leur affaire. Je veux dire, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas notre affaire. Mais les adultes en Europe répètent cela. En Europe, dans votre commission, vous êtes un haut représentant. C'est du non-sens. Ce n'est même pas de la géopolitique infantile. C'est juste ne pas réfléchir du tout. Alors la guerre a commencé. Quelle était l'intention de Poutine dans la guerre? Je peux vous dire quelle était son intention. C'était de forcer Zelensky à négocier la neutralité. La vraie And that intention happened within 7 days. Et cela s'est produit dans les 7 jours suivant le début de l'invasion. Vous devriez comprendre cela, pas la propagande qui en est écrite. Oh, qu'ils ont échoué et qu'il allait prendre le contrôle de l'Ukraine. Allons, mesdames et messieurs, comprenez quelque chose de basique. L'idée était de garder l'OTAN. Et qu'est-ce que l'OTAN? C'est les États-Unis, hors de la frontière de la Russie. Pas plus, pas moins. Je devrais ajouter un point très important. Pourquoi sont-ils si intéressés? D'abord parce que si la Chine ou la Russie décidaient d'avoir une base militaire sur le Rio Grande ou la frontière canadienne, non seulement les États-Unis paniqueraient, mais nous aurions la guerre en environ 10 minutes. Mais aussi parce que les États-Unis ont unilatéralement abandonné le traité sur les missiles antibalistiques en 2002 et ont mis fin au cadre de contrôle des armements nucléaires en le faisant. Et c'est extrêmement important à comprendre. Le cadre de contrôle des armes nucléaires est basé sur la tentative de bloquer une première frappe. Le traité ABM en était un élément crucial. Les États-Unis se sont retirés unilatéralement du traité ABM en 2002.
Cela a provoqué une réaction explosive de la Russie. Donc tout ce que j'ai décrit s'inscrit également dans le contexte de la destruction du cadre nucléaire. À partir de 2010, les États-Unis ont installé des systèmes de missiles Aegis en Pologne, puis en Roumanie. La Russie n'aime pas ça. L'une des questions sur la table en décembre 2021 et janvier 2022 était de savoir si les États-Unis revendiquent le droit de mettre des systèmes de missiles en Ukraine. Claim the right to put missile systems in Ukraine. And Blinken told Lavrov in Et January. Blinken a dit à Lavrov en janvier 2022 que les États-Unis se réservent le droit de placer des systèmes de missiles où ils le souhaitent. C'est votre allié présumé. Et maintenant, remettons des systèmes de missiles intermédiaires en Allemagne. Les États-Unis ont quitté le traité INF unilatéralement en 2019. Il n'y a actuellement aucun cadre pour les armes nucléaires. Aucun. Quand Zelensky a dit en 7 jours, négocions, je connais les détails de cela de manière exquise parce que j'ai parlé à toutes les parties en détail. En quelques semaines, un document a été échangé que le président Poutine avait approuvé, que Lavrov avait présenté et qui était géré par les médiateurs turcs. Je me suis envolé pour Ankara pour écouter en détail ce que faisaient les médiateurs. In detail to what the mediators were doing. Jag är Marlene. From a L'Ukraine s'est retirée unilatéralement d'un accord presque conclu. Pourquoi? Parce que les États-Unis le leur ont dit. Le Royaume-Uni a ajouté la cerise sur le gâteau en envoyant Bojo début avril en Ukraine pour expliquer. Et si votre sécurité est entre les mains de Boris Johnson, que Dieu nous aide tous. Keir Starmer s'avère être encore pire. C'est inimaginable, mais c'est vrai. Boris Johnson a expliqué, et vous pouvez le vérifier sur le site web, que ce qui est en jeu ici, c'est l'hégémonie occidentale. Pas l'Ukraine, l'hégémonie occidentale. Michael et moi avons rencontré un groupe au Vatican au printemps 2022, où nous avons rédigé un document expliquant que rien de bon ne peut sortir de cette guerre pour l'Ukraine. Nothing good can come out of this war for Ukraine. Negotiate now because anything that takes time will mean Négocier maintenant, car tout ce qui prend du temps signifiera des quantités massives de morts, un risque d'escalade nucléaire et probablement la perte de la guerre. Je veux changer un mot de ce que nous avons écrit à l'époque. Rien n'était faux dans ce document. Et depuis ce document, depuis que les États-Unis ont éloigné les négociateurs de la table, environ 1 million d'Ukrainiens sont morts ou ont été gravement blessés. Et les sénateurs américains, qui sont aussi méchants, cyniques et corrompus qu'on peut l'imaginer, disent que c'est une dépense merveilleuse de notre argent parce qu'aucun Américain ne meurt. C'est la pure guerre par procuration. Un de nos sénateurs près de moi, Blumenthal, le dit à haute voix. Blumenthal says this out loud. Mitt Romney says this out loud. It's best money. Mitt Romney le dit à haute voix, c'est le meilleur argent que l'Amérique puisse dépenser. Unreal. Aucun Américain ne meurt. C'est irréel. Maintenant, juste pour nous ramener à hier, cela a échoué. Ce projet a échoué. L'idée du projet était que la Russie se plierait. L'idée depuis le début était que la Russie ne peut pas résister, comme l'a expliqué Zbigniew Brzezinski en 1997. Les Américains pensaient que nous avions l'avantage. Nous allons gagner parce que nous allons les bluffer. Ils vont pas vraiment se battre. Ils vont pas vraiment se mobiliser. L'option nucléaire de les exclure de SWIFT, ça va les achever. Les sanctions économiques, ça va les achever. Les IMAR, ça va les achever. Les attaques MS, les F-16. That's going to do them in. The ATACMS, the F-16s. Honestly, I've listened to this for 70 years. Honnêtement, j'ai écouté cela pendant 70 ans. Je l'ai écouté avec une compréhension partielle, je dirais, pendant environ 56 ans. Ils disent des absurdités tous les jours. Mon pays, mon gouvernement. Cela m'est tellement familier, complètement familier. J'ai supplié les Ukrainiens, et j'avais un historique avec les Ukrainiens. J'ai conseillé les Ukrainiens. Je ne suis pas anti-ukrainien, je suis complètement pro-ukrainien. J'ai dit sauvez vos vies, sauvez votre souveraineté, sauvez votre territoire, soyez neutres, n'écoutez pas les Américains. Je leur ai répété le célèbre adage de Henry Kissinger, qu'être un ennemi des États-Unis est dangereux, mais qu'être un ami est fatal. D'accord, alors laissez-moi répéter cela pour l'Europe. Okay, so let me repeat that for Europe. To be an enemy of the United States is dangerous, but to be a Être un ennemi des États-Unis est dangereux, mais être un ami est fatal. Être ennemi des États-Unis, c'est dangereux, mais être ami des États-Unis, c'est fatal. C'est pas possible, c'est pas possible. Mais à quoi jouent les Européens? À quoi jouent les Européens? À quoi joue Macron? Well, je crois bien qu'il n'a pas d'enfant et par conséquent, il n'en a rien du tout et il n'a aucun intérêt. Mais c'est dommage, c'est vraiment dommage. Permettez-moi donc de conclure avec quelques mots sur Trump. Trump ne veut pas avoir la main perdante.
C'est pourquoi il est plus probable que cette guerre se termine, car Trump et le président Poutine s'accorderont pour mettre fin à la guerre. Si l'Europe fait tout son grand bellicisme, cela n'a pas d'importance. La guerre se termine. Alors débarrassez-vous-en. Veuillez dire à vos collègues que c'est fini. Et c'est fini parce que Trump ne veut pas porter un perdant. C'est tout. Ce n'est pas une grande moralité. Il ne veut pas porter un perdant. C'est un perdant. Celui qui sera sauvé par les négociations en cours en ce moment est l'Ukraine. Le deuxième est l'Europe. Votre marché boursier monte ces derniers jours à cause des horribles nouvelles des négociations. Je sais que cela a été accueilli avec une horreur totale dans ces chambres. Mais c'est la meilleure nouvelle que vous puissiez recevoir. Maintenant, j'ai encouragé, ils ne m'écoutent pas. Mais j'ai essayé de contacter certains des dirigeants européens. La plupart ne veulent rien entendre de moi. Mais j'ai dit, ne allez pas à Kiev, allez à Moscou. Discutez avec vos homologues. Vous plaisantez? Vous êtes l'Europe. Vous êtes 450 millions de personnes. Vous êtes une économie de 20 000 milliards de dollars. Vous devriez être le principal partenaire commercial économique de la Russie. Ce sont des liens naturels. Au fait, si quelqu'un veut discuter de la façon dont les États-Unis ont fait exploser Nord Stream, je serais heureux d'en parler. Les vrais papos, il va les casser. L'administration Trump est impérialiste dans l'âme. Il s'agit de grandes puissances dominant le monde. Il s'agit de faire ce que nous voulons quand nous le pouvons. Nous serons meilleurs qu'un Biden sénescent et nous réduirons nos pertes là où nous devons le faire. Il y a plusieurs zones de guerre dans le monde, le Moyen-Orient en étant une autre. Nous ne savons pas ce qui va se passer avec cela. Encore une fois, si l'Europe avait une politique appropriée, elle pourrait arrêter cette guerre. Je vais expliquer comment. Mais la guerre avec la Chine est aussi une possibilité. Donc je ne dis pas que nous sommes dans une nouvelle ère de paix, mais nous sommes dans un type de politique très différent en ce moment. Et l'Europe devrait avoir une politique étrangère, et pas seulement une politique étrangère de russophobie. And not just a foreign policy of Russophobia, a foreign policy that is a realistic foreign policy. Une politique étrangère qui est une politique étrangère réaliste, qui comprend la situation de la Russie, qui comprend la situation de l'Europe, qui comprend ce qu'est l'Amérique et ce qu'elle représente, qui essaye d'éviter que l'Europe soit envahie par les États-Unis. Parce qu'il n'est pas impossible que l'Amérique débarque simplement des troupes sur le territoire danois. Je ne plaisante pas, et je ne pense pas qu'il plaisante. Et l'Europe a besoin d'une politique étrangère, une vraie. Pas un oui, nous négocierons avec M. Trump et nous rencontrerons à mi-chemin. Vous savez à quoi ça ressemblera? Appelez-moi après. S'il vous plaît, ne mettez pas des responsables américains à la tête de l'Europe. Ayez des responsables européens. S'il vous plaît, ayez une politique étrangère européenne. Have a European foreign policy. You're going to be living with Russia for a long time. Vous allez vivre avec la Russie pendant longtemps. Alors s'il vous plaît, négociez avec la Russie. Il y a de véritables problèmes de sécurité sur la table. Mais le tonnerre et la russophobie ne servent pas du tout votre sécurité. Cela ne sert pas du tout la sécurité de l'Ukraine. Cela a contribué à 1 million de victimes en Ukraine à cause de cette aventure américaine idiote à laquelle vous avez adhéré et dont vous êtes ensuite devenus les principaux supporters. Voilà. Cela ne résout rien. En ce qui concerne le Moyen-Orient, d'ailleurs, les États-Unis ont complètement cédé leur politique étrangère à Netanyahou il y a 30 ans. Le lobby israélien domine la politique américaine. N'en doutez pas. Je pourrais expliquer pendant des heures comment cela fonctionne. C'est très dangereux. J'espère que Trump ne détruira pas son administration, et pire, le peuple palestinien à cause de Netanyahou, que je considère comme un criminel de guerre dûment inculpé par la CPI, et qu'il faut dire non plus qu'il y aura un État de Palestine sur les frontières du 4 juin 1967, selon le droit international, comme la seule voie vers la paix. C'est la seule façon pour l'Europe d'avoir la paix à vos frontières avec le Moyen-Orient. La solution à 2 États. Il n'y a qu'un seul obstacle à cela, d'ailleurs, et c'est le veto des États-Unis au Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, si vous voulez avoir une certaine influence, dites aux États-Unis de lever le veto. Vous êtes ensemble avec 180 pays dans le monde. Les seuls qui s'opposent à un État palestinien sont les États-Unis, Israël, la Micronésie, Nauru, Palau, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les îles Marshall et le Paraguay. Mr. Malay and Paraguay. So this is a place where Europe could have a big influence. Donc c'est un domaine où l'Europe pourrait avoir une grande influence. L'Europe est restée silencieuse sur le JCPOA et l'Iran. Le plus grand rêve de Netanyahou dans la vie est une guerre entre les États-Unis et l'Iran.
Il n'a pas abandonné, et il n'est pas impossible que cela puisse aussi arriver. Et c'est parce que les États-Unis, à cet égard, n'ont pas de politique étrangère indépendante. Elle est dirigée par Israël. C'est tragique, c'est incroyable d'ailleurs. Et cela pourrait changer. Trump pourrait dire qu'il veut reprendre la politique étrangère. Peut-être. J'espère que c'est le cas. Enfin, permettez-moi de dire à propos de la Chine n'est pas un ennemi. La Chine est juste une histoire de réussite. C'est pourquoi elle est considérée par les États-Unis comme un ennemi, parce que la Chine a une économie plus grande que celle des États-Unis. C'est tout. Waouh! Waouh, 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 waouh. Voilà, que chacun fasse son opinion et on est là, on doit avancer, vaille que vaille. Si demain des psychopathes qui nous dirigent ne prennent une autre décision et qui vont à la faveur du peuple, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, et malheureusement, ils vont continuer par nous rendre la vie beaucoup difficile et personne ne souhaiterait vivre une vie difficile. Donc voilà, et dans les commentaires ce que tu penses et puis voilà, on se voit pour une prochaine fois. Merci.